Bon, il y a encore des gens qui entrent, alors ils se joindront à nous en cours de route. On souhaite respecter l'horaire qui était annoncé de midi à 13h30 pour cette activité, la rencontre Parlons Territoire dans l'Est du Québec. Alors, nous avons tenu d'abord, je vais me présenter. Voilà, Philippe Cousineau-Morin. Donc, c'est moi qui vais être votre hôte ce midi. Je suis responsable de l'initiative Parlons Territoire. Effectivement, on a parcouru dans les dernières semaines et mois virtuellement plusieurs régions du Québec et aujourd'hui, on est dans l'Est du Québec et on ne fera pas un débat sur qu'est-ce qui est inclus ou pas inclus dans l'Est du Québec. On ne voulait pas tomber dans les chauvinismes. Alors, peut-être la seule chose, c'est que je vais essayer là, bien humblement derrière moi de vous montrer le fleuve Saint-Laurent, mais la pluie s'est mise de la partie. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à avoir un petit ersatz de fleuve au travers de tout ça. Ce sera ma modeste contribution là, au visuel de la discussion. Alors, très heureux de vous avoir avec nous. Ce midi, nous allons recevoir donc effectivement 3 conférenciers, puis nous allons avoir une discussion entre nous sur les grands enjeux d'aménagement du territoire. Je vais juste rouvrir mon document d'animation pour ne pas oublier l'information. D'abord, les consignes d'usage. Je vous rappelle que cette rencontre est enregistrée. On souhaite la rediffuser par la suite. Également, vous invitez à garder vos micros fermés, mais vos caméras peuvent être ouvertes sans problème. Il y aura une période de discussion un peu plus loin. On utilisera la fonction lever la main là, qui est dans Zoom, qui est non seulement la main physique, mais également au bas de votre écran dans les réactions. Puis vous pouvez également utiliser l'outil converser en cours de route, il n'y a pas de problème, mais on va quand même privilégier les prises de parole au micro. Donc, effectivement, on termine à 13h30. S'il y en a qui souhaitent rester par la suite, là, bien informellement, j'y serai là encore quelques minutes ensuite. Et donc, je vais saluer d'abord nos conférenciers d'aujourd'hui. On a 3 personnes là, qui sont vraiment les mains sur le volant dans les enjeux de planification, d'urbanisme, d'aménagement du territoire à différentes échelles. Alors, très content d'avoir avec nous M. Serge Bourgeois, qui est directeur de l'aménagement de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Bonjour, M. Bourgeois. M. Mathieu Lapointe, qui est maire de Carleton-sur-Mer et préfet de la MRC d'Avignon. Bonjour, M. Lapointe. Et Jean-François Cacou, qui est directeur général de la municipalité de Percé. Alors, ils vont nous entretenir quelques minutes, puis ensuite, on aura bonjour, Jean-François. Ensuite, on aura une discussion ouverte. Puis la dernière chose que je veux faire avant de leur passer la parole, c'est de vous représenter un peu le contexte de la discussion d'aujourd'hui. Pourquoi on parle d'une stratégie nationale en urbanisme et aménagement des territoires? Alors, c'est que l'Alliance Ariane, dont je suis, a été lancée en 2015 avec plusieurs grands organismes nationaux en environnement, en architecture, en urbanisme, en patrimoine, pour demander que le Québec se dote d'une politique nationale d'aménagement du territoire. Parce que c'est un constat qu'il y avait un déficit de vision puis un cadre insuffisant. Alors, c'est maintenant c'est en train d'être chose faite. Le gouvernement s'est engagé en janvier de cette année pour déposer, comme je l'ai appelé, une stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires. Je pense qu'on va l'appeler la stratégie, pour ne pas dire tout du long. Et nous sommes donné le mandat à l'Alliance Ariane de faire ces rencontres-là de discussion pour vous informer, vous outiller, vous mobiliser sur cette consultation gouvernementale qui aura un volet web auquel tout un chacun peut participer, déposer des documents, répondre aux questions. Ça va être du 16 août au 10 septembre sur le site du ministère des Affaires municipales. Alors, pourquoi donc une stratégie? L'objectif, c'est non seulement une réforme de la loi, la LAU, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, mais du cadre, des politiques, des programmes en aménagement du territoire. Donc, ce n'est pas strictement une réforme législative, mais ça va probablement en inclure une. Puis pourquoi à ce moment-ci? Parce que vous le savez, il y a plusieurs enjeux structurels qui nécessitent qu'on revoie ce cadre-là. La pression sur les milieux naturels et agricoles, les enjeux environnementaux, l'adaptation au changement climatique, saines habitudes de vie, les enjeux d'habitation. Il y a des enjeux aussi plus conjoncturels qu'on a vus dans les dernières années, crise du patrimoine, inondations, érosion côtière, la pandémie qui nous a rappelé les valeurs de l'espace public, de la mobilité urbaine, notamment urbaine, mais dans tous les tailles de milieux. Et je vais vous partager, dans le fond, une petite diapositive là, rapidement sur les thèmes qui ont été suggérés par le gouvernement dans sa conversation sur la stratégie. Moi, juste un petit instant.
il y a 5 grands thèmes là, qui ont été mis de l'avant et qui, je vais y arriver, voilà, qui incluent la gouvernance, la croissance urbaine, les milieux de vie, la ruralité, les finances et fiscalité. Puis ces thèmes-là là, se déclinent en différents thèmes, comme penser à la villégiature, à la mobilité, aux infrastructures, à l'énergie, etc. Et la démarche gouvernementale se porte sur plus d'un an. Nous sommes à l'étape des orientations préliminaires. Donc, vous pourrez retrouver sur le site du ministère des Affaires municipales, on peut peut-être même déposer le lien dans le chat, un document de consultation là, qui a été déposé dans le mois dernier par le gouvernement avec des orientations préliminaires. C'est sur cette base qu'on va être consulté. Et c'est prévu, donc, publication de la stratégie en 2022. C'est marqué avril. Bon, voilà si les travaux vont à bonne date. Et différents mécanismes de consultation, c'est mon dernier point, pour vous parler qu'il y a eu bien sûr un comité consultatif, des rédactions de la part d'experts et d'universitaires pour différents thèmes sur l'urbanisme et l'aménagement des territoires, des consultations autochtones. Et cet été, consultation dans les régions de la ministre des Affaires municipales. Et comme je l'ai dit, dès le 16 août, consultation web, auquel vous êtes tous et toutes invités à participer. Alors voilà, c'est le pourquoi de notre rencontre d'aujourd'hui et des idées que vous viendrez chercher, vous viendrez pêcher aujourd'hui pour, si vous voulez, vous prononcer sur cette stratégie. On va vous y inviter très fortement. Alors, c'était pour le mot d'introduction. Alors, je vais dès maintenant présenter M. Bourgeois, puis ensuite, je lui cède la parole. Alors, Serge Bourgeois, donc directeur de l'aménagement du territoire et urbanisme de la municipalité des Îles-de-Madeleine. Donc, après des études en aménagement du territoire et urbanisme, Serge Bourgeois revient dans sa région pour y pratiquer sa profession. Il a collaboré à la mise en place des premiers plans et règlements d'urbanisme de l'archipel par 1995, ainsi qu'à la révision du schéma d'aménagement et de développement en 2010, document dont il vient d'amorcer le processus visant à doter la communauté maritime d'un schéma donc de 3e génération, pour les gens qui sont familiers avec cet outil-là. Après 31 ans au sein d'une organisation municipale, M. Bourgeois porte un bagage considérable d'expérience qu'il est prêt à partager avec tous ceux qui s'intéressent à l'aménagement du territoire. Alors voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que vous m'entendez bien, premièrement? On vous entend très bien. D'accord. Merci beaucoup et merci de l'invitation. Aujourd'hui, j'aurais convenu de vous entretenir sur un sujet qui, aux îles de la Madeleine, nous préoccupe grandement et devrait préoccuper aussi l'ensemble des organisations municipales dans les prochaines années. Puis, je parle des conséquences là, qui découlent des changements climatiques. Vous le savez peut-être, vous le savez sûrement, les îles de la Madeleine sont situées en plein centre du golfe du Saint-Laurent. Un territoire extrêmement fragile de 202 km², dont 30 de ce territoire-là est constitué de milieux dunaires qui relient les différentes îles. Les noyaux rocheux sont constitués de grès rouge, donc un matériau extrêmement friable, ce qui fait en sorte qu'au niveau des conséquences des changements climatiques, nous sommes en première ligne, nous sommes dans la rangée d'en avant. Et ce dossier-là, dans les 10 dernières années, a pris beaucoup d'ampleur et va certainement en prendre davantage dans les années à venir avec les prévisions de nos scientifiques et nos experts. Prévisions qui, d'ailleurs, depuis que je m'intéresse au sujet, prévisions qui sont toujours, semblerait que ces prévisions-là sont toujours devancées ou encore pire que ce qu'on nous annonce. Fait que c'est pas un sujet très gai sur lequel je vais vous en tenir aujourd'hui, mais c'est un sujet drôlement important qui devrait être pris en considération là, largement là, dans le cadre de la stratégie. J'ai un mot-clé à vous parler du changement climatique. Nous, ici, évidemment, ce qui nous préoccupe, ce qui est directement en lien avec les changements climatiques, on parle de l'érosion des berges, submersion côtière, érosion des berges. Mais il y a d'autres éléments aussi. Il faut avoir participé à des rencontres sur le sujet avec les provinces atlantiques. Là, on m'a invité à quelques reprises, là, parce qu'il y a des problématiques, évidemment, qui ressemblent au nôtre. Ben, les grandes villes aussi, des provinces maritimes, s'attaquent à des sujets en lien avec les changements climatiques qui n'ont rien à voir avec l'érosion des berges. Ben, toute la canalisation des eaux de surface, dimension des ponceaux et des fossés. Vous voyez, ça dépasse largement la question de l'érosion et de la submersion côtière et des tempêtes. Bon, pourquoi les îles de la Madeleine sont en première loge?
Bon, je vous l'ai dit, on est situé en plein milieu, en plein centre du golfe du Saint-Laurent. On remarque que dans les 10 dernières années, une augmentation considérable euh, des tempêtes, l'augmentation aussi de la force des tempêtes. Rappelez-vous de Dorian, il y a 2 ans, qui a laissé des dommages extrêmement importants. On avait une année auparavant une tempête là, qui nous avait coupé du reste de la planète. Là. Le câble de communication avait été coupé. Donc, ce genre de tempête violente-là qui nous arrivait peut-être à tous les 15 ou 20 ans est rendu aux 2 ans. L'absence de glace dans le golfe du Saint-Laurent. L'hiver dernier, il n'y avait aucun morceau de glace entre nous et la Gaspésie, ce qui a fait en sorte que les îles de la Madeleine ont été frappées tout l'hiver par les marées, les vagues et les fortes tempêtes de vent de nord et nord-ouest, là, les vents dominants. Alors que moi, quand j'étais aux études, je revenais aux îles à Noël, souvent l'archipel était déjà emprisonné dans la glace, puis ça demeurait emprisonné jusqu'en avril ou en mai. Des fois, la pêche au mort était même retardée parce qu'il y avait encore trop de glace dans le golfe. Bon, euh, mon grand-père se rappelait d'un hiver en 1940 et quelques où il n'y avait pas eu de glace. Aujourd'hui, on fait le contraire. C'est-à-dire qu'on se rappelle les hivers où il y a eu de la glace. Fait qu'on remarque que c'est en train de complètement revirer de bord, puis on nous annonce la disparition de la glace hivernale dans les 50 prochaines années, puis à mon avis, ça va arriver plus rapidement. Affecté aussi par les changements brusques de température. Vous savez, en plein hiver, on peut avoir des rues d'eau avec 5 degrés, 20 mm de pluie. Puis le lendemain, on se retrouve à moins 15, avec l'eau s'infiltre en surface, ça fait des crevasses sous les falaises. Évidemment, la glace, l'eau prend d'expansion, puis ça amène des effondrements d'en haut et non pas nécessairement d'en bas. Fait qu'on est attaqué là, de toutes parts là, par nos falaises. Et nous, ça nous a amené ici comme municipalité, bien évidemment, à retrousser nos manches, puis tenter de se développer un scénario d'adaptation. On a commencé par créer une commission permanente sur l'érosion des berges, donc avec des élus, des ministères, des citoyens, euh, qui a eu comme principal mandat de cibler les endroits les plus vulnérables et prioriser nos interventions. On a d'ailleurs, quand le ministère de la Sécurité publique a mis sur pied un cadre d'intervention, le premier qui était d'un montant global de 45 millions pour tout le Québec, mais nous, on était déjà prêts parce qu'on avait déjà priorisé nos secteurs d'intervention. On avait déjà travaillé à des pistes de solutions. Parce que les îles de la Madeleine, comme on est aux premières loges, on a été accompagné par l'UQAR, on a été accompagné par Ouranos. Beaucoup de spécialistes ont travaillé sur notre cas parce qu'on est à ce niveau-là, on est un véritable laboratoire. Donc, on a fait appel au premier cadre de prévention et on a réussi à aller chercher 2 enveloppes là, pour 2 projets majeurs. Un qui consiste à faire une recharge de plage là, dans un site historique qui s'appelle le site historique de la Grave. C'est une flèche littorale là, qui est menacée de plus en plus de submersion côtière avec des tempêtes violentes qui fait des dégâts considérables. Fait qu'on a un projet là, de 6 millions de dollars. Enveloppe totale d'un peu plus de 6 millions. Évidemment, toujours une partie du milieu là, de 1, quelques millions de dollars. Et l'autre dossier important, c'est celui de la falaise de Cap-Omel, donc le centre-ville de Cap-Omel, où sont situés 60 des commerces et des services publics, où on a un projet là, de 8 millions de dollars. Bon, et là aussi, on a une part du milieu. Donc, quand je dis adaptation, puis là, j'arrive à pourquoi de ce long préambule. Quand on dit adaptation, je pense qu'il faut que les communautés côtières, évidemment, s'adaptent, mais je pense qu'il faut aussi que le gouvernement s'adapte. Et moi, ce que j'ai remarqué dans les dernières années, c'est que, de mon point de vue strictement professionnel et personnel, le gouvernement, je pense, n'est pas encore prêt à faire face aux enjeux des conséquences des changements climatiques. Bon, d'abord, en termes de financement, de budget, je vous ai dit qu'on avait 45 millions dans le premier cadre de prévention. Et nous, ici, à la municipalité des Îles, pour 2 projets, un de 550 mètres et un autre de 800 mètres, on a besoin de 15 millions de dollars. Fait qu'imaginez les besoins pour l'ensemble du Québec côtier, qu'est-ce que ça peut représenter. Et je sais qu'on n'est pas les seuls à avoir ce genre de problématique-là. Toutes les municipalités, villages, organisations municipales situées en zone côtière
vivent effectivement la même problématique. Peut-être à des niveaux inférieurs au nombre, parce que, comme je vous l'ai dit, on est vulnérable, mais quand même, il y a des travaux, il y a des enjeux drôlement importants dans d'autres municipalités au Québec. Donc, on a reconduit le cadre de prévention. On a annoncé 80 millions pour les 5 prochaines années. Ben, écoutez, ça couvre érosion, submersion, glissement de terrain, inondation, ça couvre tous les aléas qui arrivent avec les changements climatiques. Donc, il est clair que les budgets ne sont pas encore au rendez-vous pour faire face à cette problématique-là. Nous, parallèlement à ça, on a fait une demande particulière spécifique pour les îles de la Madeleine. C'est un budget de 80 millions pour 10 ans et on est en train de justifier notre demande auprès des instances gouvernementales. Vous m'indiquerez combien j'ai de temps de fait et combien il me reste de temps pour être sûr, là? Il vous resterait 1 ou 2 minutes environ. Oh boy! Bon, adaptation, finalement, mon préambule était trop long. Adaptation aussi en termes de, et c'est là que je vais appuyer quand même là-dessus, adaptation du gouvernement en termes, oui, de budget, adaptation en termes de programme aussi, associé à l'aide financière. Je vous donne un exemple concret. On avait un camping, on a un camping ici, le parc du Gros-Cap, ça s'appelle, une infrastructure drôlement importante pour notre collectivité, un site touristique et aussi pour les Madelinos, là, de récréation, de camping et d'activités nautiques. Et parce que c'était nos BNL, il n'y avait aucun programme qui permettait de les aider là, à se protéger, alors que l'érosion côtière menace la survie de cet équipement-là. Fait qu'on a dû faire des pieds et des mains là, avec eux autres pour faire de la représentation pour finalement réussir à avoir un budget d'un autre ministère qui est le ministère du Tourisme, mais qui en fait n'a aucun lien avec la problématique des changements climatiques, du moins directement. Fait que même les programmes ne sont pas adaptés. Et je dirais même qu'il y a des vides juridiques, et ça, c'est drôlement important de le souligner aussi. On a un autre cas là, qui s'appelle le chemin des chalets, c'est tous des résidences secondaires. Donc, les propriétaires n'ont aucune possibilité d'obtenir de l'aide financière parce que ce n'est pas leur résidence principale. Fait qu'ils se retrouvent avec la problématique que nous, on a un secteur qui s'est fait dévaster par la tempête d'Oriane, que nous, comme municipalité, on dit que ce n'est plus viable et dont le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l'Environnement nous ont recommandé avec des avis formels de fermer le chemin et d'évacuer les gens pour se rendre compte après, avec nos aviseurs légaux, qu'on n'avait aucun pouvoir légal, aucune disposition réglementaire au municipal pour être capable effectivement de mettre en œuvre des recommandations, quand même des recommandations sérieuses là, de protection environnementale et surtout de protection des biens et des personnes là, en termes de sécurité civile. Puis malheureusement, on n'a aucun pouvoir légal nous permettant de mettre en œuvre une recommandation qui, de toute évidence, est celle qu'on devrait faire. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de discussions avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l'Environnement, et on a tous arrivé à la même conclusion. Il y a un vide juridique à ce niveau-là, parce que la municipalité et même le gouvernement n'a pas le gouvernement pour l'apporter décret, mais ça, c'est pas évident non plus, mais la municipalité n'a aucun pouvoir pour être capable d'exécuter des avis de cette importance-là auprès de nos citoyens, ce qui fait en sorte qu'on se retrouve nous-mêmes avec des poursuites parce qu'on ne veut plus reconnaître ce site-là comme étant viable, donc on ne veut plus offrir de services. Les citoyens ont des terrains privés. Bref, c'est un dossier extrêmement complexe, mais qui résulte du fait que la législation, les programmes ne sont pas adaptés aux conséquences directes des changements climatiques, puis dans ce cas ici, de la submersion côtière. Voilà. Fait que moi, je pense que je vais terminer en disant ceci. La stratégie devrait tenir compte des conséquences des changements climatiques auprès des organisations municipales, ce qui n'est pas encore, à mon avis, assez évident dans la législation actuelle. Merci beaucoup, M. Bourgeois. Plaidoyer très clair à la fin, puis vous avez dit d'entrée de jeu là, que le sujet est un peu lourd, mais je pense que vous avez raison de tirer la sonnette d'alarme. C'est aussi pour ça qu'on vous a invité. Hein, puis fait que je résume quelques petits éléments que j'ai retenus. Là. Effectivement, vous êtes à l'avant-garde des problèmes là, liés au changement climatique. Puis vous êtes en train de réviser un schéma dont on souhaite une durée de vie de plusieurs décennies, mais bon, on mesure mal les changements. Vous l'avez dit, ils se produisent plus vite qu'à chaque modélisation qui était prévue. Alors, vraiment, oui. Je pourrais peut-être ajouter aussi en terminant que pour les organisations comme la nôtre, c'est des dossiers qui sont extrêmement difficiles à gérer.
en termes de budget, en termes d'autorisation environnementale. Nous, on a embauché ici, puis on doit être la seule municipalité à l'avoir fait. On est quand même des seuls. On n'est certainement pas nombreux. On a embauché, on a créé un poste, nous, une personne qui s'occupe directement des conséquences des changements climatiques. Puis, parce que c'était toute l'organisation actuelle qui essayait de s'occuper de ça le mieux qu'elle pouvait dans ses tâches régulières, mais c'était devenu trop lourd. Un jour, je pense qu'on va avoir un département qui va s'appeler comme ça, adaptation. Ouais. Ben, c'était un peu, en fait, non, mais tout à fait, c'est un peu mon deuxième point de dire que, effectivement, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'autres municipalités qui aient des personnes spécialistes. Il y a peut-être Sainte-Flavie, là, dans le Bas-Saint-Laurent aussi, là, qui a travaillé sur le sujet, mais c'est-à-dire que les conséquences, mais si le gouvernement a peut-être le seul qui a les poches assez profondes pour pouvoir intervenir, même s'il ne fait pas un montant financier suffisant, mais ça retombe beaucoup, effectivement, sur des municipalités qui ont un pouvoir de fiscalité limité, sur des résidents privés, vous l'avez dit, là, qui sont parfois dans un vide juridique, puis même également, comme nous le fait souligner dans la conversation Noémie, également sur des petits organismes comme celui qui peut gérer le camping du Gros Cap, là, qui peut être un organisme d'économie sociale, donc qui n'est pas constitué pour faire face à de si grands enjeux. Alors, la prescription, ben, vous l'avez bien dit, c'est de lier intrinsèquement tous les enjeux ou le cadre de planification à tout ce qu'on vit comme changement, comme bouleversement majeur de nos territoires. Puis, fait que je pense que ça va être valable même non seulement pour les municipalités côtières, mais pour les autres aussi. Quand vous êtes à l'avant-garde, mais il y aura des problématiques autres, que ce soit lié à la forêt, que ce soit lié à la faune, la flore, etc., etc., etc. Alors, bien intéressant. Merci beaucoup. On va pouvoir continuer la discussion un peu plus loin. Merci. Je vais vous présenter Mathieu Lapointe. Donc, maire, je l'ai dit, de la ville de Carleton-sur-Mer et préfet de la MRC d'Avignon. Alors, élu maire à l'âge de 31 ans, Mathieu Lapointe est proactif et motivé à faire une réelle différence dans son milieu. Après des études en communication à Montréal, Mathieu a choisi de retourner dans sa région afin de travailler au dynamisme de celle-ci. À ses nombreuses implications locales s'ajoute celle nationale au sein de l'Union des municipalités du Québec, d'abord comme président du caucus des municipalités de centralité, puis comme membre de la commission des jeunes élus et élus, du comité sur les changements climatiques, ainsi que du comité maritime. Donc, je l'ai dit, en plus d'être à la tête de la ville, il combine désormais ses fonctions de maire à celles de préfet de la MRC d'Avignon. D'ailleurs, je pense que tu vas nous en glisser quelques mots. La parole est à toi. Merci beaucoup, Philippe. Merci de l'invitation aujourd'hui. Ça dit la balle au bon dans nos discussions préliminaires. On échangeait sur l'aménagement du territoire, mais aussi sur la gouvernance municipale. C'est un peu dans cette voie-là que j'aimerais interagir avec vous aujourd'hui au niveau de la gouvernance municipale. Vous parlez un peu, Philippe me mentionnait qu'il ne souhaite pas arriver avec des solutions tout crues, fait que ça tombe bien parce que c'est un sujet sur lequel je réfléchis beaucoup. Je ne suis pas à 40 heures semaine à réfléchir à gouvernance ou à l'optimisation, mais j'ai toujours ça en tête. J'en discute beaucoup avec mes homologues, puis j'ai absolument pas de réponse pour vous. Donc, j'espère pouvoir susciter des réflexions, des discussions par la deuxième partie de la rencontre. En fait, on le sait, là, vous le savez, depuis plusieurs années, les municipalités, avant, on parlait que les municipalités étaient des créatures du gouvernement du Québec. Maintenant, on parle de gouvernement de proximité. Je pense qu'on est réellement des gouvernements de proximité. Il y a de plus en plus de compétences qui sont dévolues aux municipalités. Puis pour y arriver, c'est drôlement stimulant de pouvoir répondre à ces éléments-là. On n'est plus juste dans l'asphalte puis dans les trottoirs, mais ça prend des équipes qui sont solides. Ça prend des professionnels dans les municipalités pour pouvoir mener à bien des projets qui sont de plus en plus complexes, tant en amont qu'en aval dans la réalisation des projets. Donc, pour avoir de la main-d'œuvre spécialisée, compétente, bien, ça prend de l'argent. Pour avoir de l'argent, ça prend de la RFU. Et donc, des maisons le plus possible sur notre territoire. RFU, c'est richesse foncière uniformisée, c'est la valeur des habitations dans une municipalité. Et moi, je me questionne beaucoup sur la taille idéale dans un milieu rural des municipalités. On a à Gaspésie, on a Gaspé qui est à 15 000 de population. On a des municipalités qui sont à 150. Jusqu'où on doit aller? Et nous, à Carleton-sur-Mer, on est 4 000 de population. Puis ultimement, je réfléchis beaucoup aux fusions municipales. On a vécu une première vague de fusion, entre autres dans les années 2000. Carleton-sur-Mer, c'est le fruit d'une fusion entre Saint-Omer et Carleton. Saint-Omer, 1300 de population. Là, si je fais des chiffres, là, si j'arrondis, 3000 de population à Carleton, on arrive à 4300 au total. Depuis, ce qu'on constate, c'est que la fusion nous a permis de faire des gains intéressants et importants à la ville, en tout cas du moins au niveau opérationnel. Pour notre taille de municipalité, bien, ça nous a permis de nous doter de ressources
direction générale. Après ça, on a une comptable qui est au niveau des finances, d'administration. On a des gens professionnels qui travaillent sur la culture, sur le sport, sur le loisir, etc. On a un ingénieur qui est aux travaux publics. Donc, ça nous permet quand même d'avoir une certaine force de frappe, j'oserais dire. Là, toute chose étant relative, là, on demeure une petite municipalité. Mais ça nous permet de pouvoir monter des projets qui sont quand même intéressants puis de moins dépendre de firmes externes pour travailler. D'un autre côté, bien, la fusion a amené des défis, des enjeux qu'on vit au quotidien. Il n'y a pas une semaine où je ne me fais pas parler de la fusion, même si ça remonte à 2000. Ça fait maintenant 20 ans que Carleton-sur-Mer est fusionné. Ça marque l'imaginaire, ça marque les populations, ça laisse des traces au niveau social dans nos communautés. Ça fait partie de nos grands enjeux de notre planification stratégique que de travailler, même 20 ans plus tard, à continuer à tisser des liens entre les communautés de Carleton et de Saint-Omer. Ce qui n'est pas encore acquis. Aussi, j'en discute beaucoup avec des homologues, dans les freins aux fusions, on constate aussi que les municipalités peuvent être réticentes parce qu'ils vont perdre du financement. Les municipalités ont des sources de financement importantes, notamment la TEC, la TACQ, la taxe d'assises, qui est une bonne partie du financement de plusieurs municipalités. S'il y a advenant des fusions, il y a aussi le calcul de la facture de la Sûreté du Québec, peut paraître banal, mais c'est des grosses factures dans le monde municipal. C'est un calcul savant sur un paquet de paramètres. Lorsque les municipalités grossissent, les indices changent et ça a un impact réel et direct sur la facture éventuelle de la Sûreté du Québec. Il y a des péréquations que les municipalités reçoivent qui pourraient perdre. Et donc, ça fait partie des enjeux. Je vois là des opportunités, puis moi, j'ai réfléchi beaucoup à voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais c'est un sujet qui demeure très tabou. Même d'en parler aujourd'hui, je me disais, bon, là, si ça sort dans la sphère publique, qu'est-ce que les citoyens vont penser qu'on veut se fusionner? Puis c'est vraiment, je suis plus en mode comment on peut optimiser, comment on peut mieux faire les choses. Puis je pense que ça fait partie des éléments. Il y a des endroits aussi, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un transfert de compétences et de responsabilités qui s'opère des municipalités vers les MRC. Je peux prendre mon chapeau un peu plus de préfet dans la MRC Avignon. Avignon, c'est 11 municipalités. Historiquement, c'est une MRC qui a toujours été, qui s'en est tenue à ses mandats de base. C'est vraiment, là, au début, la MRC, on était vraiment en aménagement, essentiellement en aménagement. Pour vous donner un ordre de grandeur, avant 2015, il y a eu des grosses transformations dans la gouvernance avec tout ce qui est le nouveau pacte fiscal, puis l'abolition des CRE, des CLD, etc. Là. Avant 2015, la MRC avait 9-10 employés. Puis si je fais un comparable avec, disons, la MRC de la Matapédia, je pense qu'il y avait un représentant aujourd'hui d'un territoire qui se ressemble, qui est voisine chez nous. Dans la Matapédia, il était 45, à peu près, entre 40 et 50 employés. Donc, il y a des municipalités qui ont décidé pour faire face à ces défis-là, pour être en mesure de répondre à ces compétences-là et d'avoir des milieux de vie qui sont dynamiques. Puis, ils ont décidé de se tourner vers la mise en commun de services ou le transfert de compétences dans les MRC, ce qui est une option intéressante. Là, dans la Matapédia, ils mettent en commun les services d'incendie, d'inspection municipale, des services d'ingénierie. Donc, ça fait des grosses équipes. Ça permet d'avoir des équipes multidisciplinaires qui sont solides. Et moi, je m'en fais souvent parler là, par des homologues de différents exemples ailleurs au Québec. Puis on est en réflexion là-dessus à l'échelle de la MRC. Ça enlève un peu un poids sur les épaules des municipalités, mais ça vient aussi avec des défis aussi, évidemment. Ce que je vois beaucoup avec mon troisième chapeau de président du caucus des municipalités de centralité. Les municipalités de centralité, c'est des municipalités qu'on dit urbaines dans la ruralité, là, les villes-centres dans les MRC. Ce que je vois à l'échelle du Québec, dans plein de territoires, dans les MRC où les municipalités ont délégué des compétences aux MRC pour se donner des outils pour développer le territoire. Bien, les défis sont à la MRC, au Conseil des maires. On voit beaucoup de tensions entre les villes-centres et les plus petites municipalités autour. Et moi, je l'entends, là. Puis, tu sais, chacun a un modèle différent. Il y a des endroits où ça va bien. Là, j'y vais à grands traits, mais sur certains enjeux qu'on voit ou que je constate. Mais on chamaille beaucoup à savoir qui va payer la facture ultimement. C'est toutes les municipalités qui sont autour du conseil de la MRC qui prennent les décisions. On entend les villes-centres dire qu'ils payent la facture sous forme de quote-part qui est établie selon différents paramètres, mais souvent, les villes-centres vont payer la majorité de la quote-part et dans plusieurs cas, n'ont pas l'impression qu'ils en ont pour leur argent.
Et ça crée des tensions au sein des conseils de la MRC. Puis, à mon avis, ça peut venir freiner ou limiter le développement ou l'avancement. Tu sais, ultimement, ce qu'on veut, moi, mon souhait, c'est de créer du bonheur dans la population de la MRC puis de la municipalité que je représente. Puis, mais je constate que ça peut être un frein important. Donc, on veut tous se développer. Ça fait partie des réflexions que j'ai entre il y a un spectre d'options entre chacun fait les affaires, chacun pour soi, avec les ressources qu'il y a. Et à l'autre extrémité, ben, on fusionne, on fait une MRC, une ville ou une région, une ville. Je serais curieux de vous entendre là-dessus un peu pour voir comment ça se passe dans vos milieux ou si vous avez des échos. Mais c'est un peu les réflexions que je vais vous amener ce midi pour échanger avec vous. Merci beaucoup, Mathieu. Très intéressant. Puis merci d'amener ce sujet-là sur la table. Je pense que tu l'as dit d'entrée de jeu que ce n'est pas évident de discuter de ça, mais c'est vraiment une question de gouvernance importante. Puis on a bien retenu là, que tu n'avais pas pris position, mais que tu te posais question. Puis c'est correct de le faire. Il y a le niveau de la gestion, comme tu en as beaucoup parlé, là, de la mise en commun de service. Puis il y a aussi, puis c'est ce qu'on se pose comme question dans la stratégie, le niveau de l'imputabilité démocratique. Là, dans le fond, le contrôle citoyen sur les décisions à l'échelle locale. Mais j'ai trouvé quand même intéressant que tu nous parles de l'échelle de la MRC aussi, là, puis même de chez tes voisins de la Matapédia aussi. Peut-être, je serais curieux de t'entendre, de savoir justement là, quel genre de services, puis ça peut être à tout le monde, la question peut être à tout le monde dans la salle, là, quel genre de services là, sont à la bonne échelle lorsqu'on les met à la niveau MRC ou quel genre de ressources humaines et ressources matérielles. On en a beaucoup parlé dans nos autres rencontres. Là, je fais le pont, là, si jamais des gens vont aller consulter nos autres événements. On a parlé de l'échelle de travail MRC, de l'échelle de travail des bassins versants, puis même des concertations régionales. Bon, il y en existe dans l'Est du Québec, mais des fois, c'est par certains secteurs plus que d'autres, par exemple en énergie ou en transport, des choses comme ça. Ça pourrait peut-être être dans plus de secteurs lorsque c'est nécessaire. Et à l'inverse, peut-être plus de pouvoir localement dans les gouvernements de proximité. Alors, merci vraiment d'amener ça sur la table. Je serais vraiment curieux d'entendre tout le monde avoir un avis là-dessus. Il y a Michel dans la conversation qui nous dit aussi que le grand nombre de municipalités, notamment de petite taille, ben, c'est un défi d'aller chercher des gens pour les conseils municipaux. Puis, si je peux faire le pont avec ce que nous a dit M. Bourgeois, ben c'est d'aller chercher des gens, puis des gens qui ont le temps de se former ou le temps d'acquérir les compétences ou de les avoir eues avant dans leur vie. Donc, c'est tout un défi pour gérer les milieux, surtout lorsqu'on se sent très loin du gouvernement pour les bons côtés de l'intervention gouvernementale. Alors, voilà. Je vais passer la parole, je vais présenter Jean-François Cacou, puis je vais lui passer la parole pour notre troisième intervention. Donc, M. Cacou a fait des études à Bordeaux, en France, en informatique et en développement commercial. Il est intéressé donc par l'entrepreneuriat et la promotion et a effectué divers mandats là, au début de sa carrière à titre de chargé de projet en communication, notamment dans le domaine touristique. Il étudie ensuite aux hautes études commerciales à Montréal et découvre la Gaspésie à travers le programme Jeunes en région et décide d'appliquer pour le poste de directeur général. Je vois, et il applique, voilà, c'est ça, excusez-moi, il applique son dynamisme entrepreneurial, ses compétences, afin de percer donc une destination touristique à portée internationale. J'espère que ça le redeviendra, bien sûr, après cette crise sanitaire, tout en travaillant sur des initiatives visant le bien-être citoyen. Je pense que vous allez nous parler de cela également. Donc, Jean-François, la parole est à toi. Merci beaucoup, Philippe. Merci pour l'invitation et puis pour cette opportunité de parler de Percé et puis de son développement stratégique. Merci aussi aux autres conférenciers. Je pense qu'on va avoir un bon moment là de discussion après. C'est clair que nous, à la ville de Percé, on a eu une approche, je dirais, entre les deux là, parce qu'on est touché aussi par les changements climatiques, notamment au niveau de l'érosion côtière, de la submersion des berges et tout ça, puisqu'on a des citoyens qui vivent tout le long de nos 70 km de côte. Puis, d'un autre côté, on a des enjeux aussi de gouvernance territoriale avec éventuellement des enjeux d'autonomie. Puis, dans l'absolu, comme c'est le problème de toutes les municipalités ou de toutes les petites municipalités, des enjeux de financement. Des enjeux de financement et puis de diversification de revenus.
C'est surtout ça la question qu'on a abordée lorsqu'on a établi notre planification stratégique. Donc, quand moi je suis arrivé en 2019, le Conseil avait déjà les grandes bases là, de la planification stratégique de la ville de Percé. Et on devait la mettre en forme et puis l'orienter donc avec un calendrier qu'on a choisi, qui était un calendrier de 4 ans. Et ce qui nous a amené donc à formater notre pensée stratégique, c'était premièrement les problèmes qu'on allait rencontrer dans le futur. Évidemment, on a parlé de ça, les turbulences climatiques, les changements climatiques, l'accélération de l'innovation aussi, qui va jouer un grand rôle là, dans notre transformation économique dans le futur, et aussi le changement de la main-d'œuvre, donc la robotisation, la transformation industrielle. Et puis enfin, là, on a appelé ça un peu l'avènement d'un monde imprévisible. Donc, un monde imprévisible qui est à la fois complexe en vertu des enjeux climatiques, en vertu des changements sociologiques aussi, sociodémographiques, en vertu aussi des migrations qu'il va y avoir, cause justement des changements climatiques. Donc, tout ça va transformer notre économie et avoir un impact concret sur nos localités, donc éventuellement sur nos municipalités. Donc, par rapport à ça, ben, la ville a décidé d'avoir 3 axes, trois axes de réflexion, ou du moins trois piliers là, de sa pensée stratégique, qui sont le leadership, l'éco-conscientisation et l'autonomie. Puis pour aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de ces axes et puis pourquoi est-ce qu'on les a choisis et puis comment est-ce qu'ils se manifestent dans notre vie quotidienne, là, dans notre gestion là, de la ville de Percé. Mais notre planification stratégique, c'était fixer 4 grands objectifs. Donc, je vais vous parler rapidement des objectifs et puis ensuite, on va revenir sur les axes de développement stratégique. Puis, on a un objectif, donc des objectifs démographiques. L'objectif principal dans nos objectifs démographiques, c'est d'augmenter notre population d'au moins 20% d'ici les 8 prochaines années. Pas parce qu'on veut augmenter la population de 20%, mais parce qu'on veut arrêter du moins l'hémorragie, puisqu'on a un solde migratoire négatif en ce moment à Percé. Donc, on est considéré comme un territoire qui se dévitalise et puis un territoire dévitalisé. Donc, c'est d'arrêter l'hémorragie au niveau démographique. Ensuite, on a des objectifs financiers. Donc, nos objectifs financiers, le principal dans nos objectifs financiers, c'est d'augmenter de 5 points la part des revenus diversifiés dans notre assiette globale. On a des objectifs ensuite territoriaux, qui est l'objectif principal dans nos objectifs territoriaux, c'est de répartir de façon égale la migration sur les territoires au niveau de la ville de Percé. Donc, pour ne pas avoir là des agrégats démographiques. Et puis après, on se pose la question où est-ce qu'on doit offrir les services. Et puis après, ça devient un enjeu politique. Bref, c'est difficile après là d'assurer un service équitable sur tout le territoire. Et puis finalement, les derniers groupes d'objectifs, donc dernière famille d'objectifs, ce sont les objectifs de rayonnement. Et on a des enjeux de rayonnement à Percé, oui, de facto, parce qu'on a des monuments naturel et on a un patrimoine naturel qui attire, mais on veut aller au-delà et diversifier aussi notre image, que ce soit au niveau provincial, au niveau pan-canadien et puis aussi au niveau international. Donc, pour formuler ces objectifs, on s'est basé justement sur ces trois axes-là, leadership, éco-conscientisation et autonomie. Puis aujourd'hui, ben, ce serait plus facile de vous parler des axes puisque c'est ceux qu'on vit au jour le jour, c'est ceux qui vont nous aider à déterminer les projets sur lesquels on se penche. Lorsqu'on est en comité de direction ici à l'administration de la ville de Percé, notre réflexion est automatiquement cadrée sur 3 axes de réflexion. Donc, chaque fois qu'on a un projet, on passe cela au travers de ce filtre, si vous me permettez, intellectuel. Puis le leadership, pour vous donner quelques petits exemples, pour nous, ça représente quoi? Bien, déjà, c'est le fait de mettre en place une planification stratégique. C'est rare pour les petites villes de se dire, bon, on va mettre en place une planification stratégique
avec des objectifs clairs et on va la suivre jusqu'au bout avec des rapports annuels de savoir, OK, voici où est-ce qu'on est rendu dans nos objectifs, voici ce qu'on a réalisé, voici où on est bloqué et voici ce qu'on promet de faire, par exemple, pour changer la situation. Donc ça amène une nouvelle forme de transparence dans notre gouvernance auprès de nos citoyens. Ça leur permet aussi de suivre leur ville qui est en train d'évoluer, qui est en train de grandir et puis qui est en train de se dynamiser. Puis l'autre aspect du leadership aussi, c'est se positionner sur des enjeux critiques qui sont parfois tabous et puis on ne sait pas quoi faire. Ben, nous, d'emblée, on fonce. On va se positionner comme un laboratoire. Puis c'est l'histoire de Percé, hein, c'est toujours être à l'avant-garde là, de tout ce qu'il peut y avoir comme changement structurant dans notre société. Mais on peut le voir, par exemple, avec le projet de la promenade de la Grave, avec la recharge de plage qui fait partie des premiers projets de ce genre au Québec qui a été récompensé. Mais c'est toujours ce laboratoire vivant-là qui, en même temps, dit ben, on va adresser ces enjeux et on va se porter volontaire pour l'essayer sur nous-mêmes. Puis là, on le fait en ce moment avec notre projet là, de rue là, en asphalte mélangé avec du plastique recyclé. Puis j'aurai l'opportunité de vous en parler juste après. On a aussi procédé à l'embauche d'un avocat à l'interne de la ville de Percé. C'était une de mes premières questions quand je suis arrivé. Puis tous les dossiers qu'on avait, j'ai automatiquement conseillé au conseil municipal de se positionner sur avoir un conseil à l'interne. Et aujourd'hui, nous, notre expression du leadership, c'est de pouvoir partager cette ressource avec nos consoeurs. Donc, avec nos municipalités consoeurs, avec la MRC, on a un avocat à l'interne, on n'a plus de restrictions sur certaines questions. Ben, des fois, pour appliquer notamment l'autorité de la municipalité dans certains dossiers, on va se poser des questions parce que aller embaucher une firme d'avocats pour de la représentation, ça devient compliqué, alors qu'aujourd'hui, on a à l'interne, on peut retravailler tous nos règlements, on peut même faire passer des nouveaux règlements municipaux qui vont nous permettre de pouvoir jouir de tous les pouvoirs du 122. Puis, c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre au niveau administratif. Et à côté de ça, on se dit, ben, nous, ça nous avantage en tant que ville, mais autant le faire profiter à nos consoeurs qui n'ont pas ce service à l'interne. Et derrière, ça nous permet aussi de générer des revenus diversifiés en offrant un service crucial là, à nos villes consoeurs. Puis le dernier point là, du leadership, c'est si vous voulez, les méthodes de gestion agile, c'est de transformer l'organisation municipale en une organisation agile, donc qui est axée sur la résolution de problèmes et la responsabilité, et aussi la responsabilisation. Donc, c'est de rendre le maximum des ressources responsables et puis aussi ouvertes, alertes d'esprit sur les changements qui peuvent venir impacter leur organisation et leur travail. Le deuxième axe, c'est l'éco-conscientisation. Et on a choisi ce terme éco-conscientisation parce qu'on pense que le débat est toujours encore houleux sur l'existence. Des fois, il y a des gens qui nient l'existence des changements climatiques. Et c'est un mouvement là qui est vraiment présent dans notre société. Nous, on a choisi l'éco-conscientisation pour déjà conscientiser. Donc, on se dit un peu plus conscient des changements climatiques, plus alerte va avoir des vrais comportements éco-responsables. C'est clair que dans Rocher Percé, on est vraiment, je ne veux pas dire en avance, mais assez dynamique sur tout ce qui est recyclage, tout ce qui est revalorisation des matières résiduelles, parce qu'on a une régie intermunicipale qui est vraiment dynamique et puis qui se positionne là, qui fait tout pour se positionner en pole position de ces enjeux. Mais on pense que le travail doit continuer et aller même de façon plus structurante. C'est pour ça qu'on a choisi de se lancer dans la recherche et développement, notamment pour transformer ou revaloriser les plastiques et puis être capable de les mettre, dans nos infrastructures routières. Parce que l'enjeu, c'était de penser des infrastructures compétitives. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait avoir des infrastructures ou penser nos infrastructures de demain
puis se dire, ben, on est capable d'apporter une valeur à l'environnement et en même temps réduire le coût de nos infrastructures. Et puis les premiers résultats qu'on a de ce partenariat avec la régie intermunicipale qui effectue la recherche et développement pour justement intégrer les plastiques à usage unique dans l'asphalte, c'est qu'on peut déjà être capable de faire disparaître 2 tonnes de plastique par kilomètre et réduire jusqu'à 8%, 10% les coûts d'acquisition de bitume pour nos infrastructures. Et que c'est tout ça qui nous dit, ben, derrière, on a un message de valeur qu'on apporte à la population et en même temps, on profite d'avoir des infrastructures compétitives qui pourraient être encore plus compétitives que les infrastructures classiques qu'on utilise régulièrement, ou du moins qu'on a là à notre disposition. D'autres initiatives qu'on met en éco-conscientisation, c'est l'efficacité énergétique des bâtiments municipaux. Des fois, c'est les derniers bâtiments auxquels on pense, alors que la facture, elle reste salée et puis c'est les contribuables qui payent. Donc, c'est de réduire notre consommation énergétique ou du moins de l'optimiser dans nos bâtiments municipaux. Et puis, c'est toutes nos stratégies là, de revalorisation, que ce soit nos stratégies de revalorisation aussi de nos bâtiments patrimoniaux. Un exemple concret, on a l'espace culturel et des congrès de Percé, qui est un projet qu'on veut lancer, qui va revaloriser 3 bâtiments patrimoniaux à Percé avec un seul projet. Donc, l'éco-conscientisation, c'est aussi penser des solutions qui vont venir répondre à 2 ou 3 problèmes en même temps. C'est un peu ce standard-là qu'on essaie de se mettre en barème ici à Percé. Puis le dernier point, c'est l'autonomie. L'autonomie, nous, on est plus orienté sur l'autonomie administrative et financière. C'est clair que c'est le nerf de la guerre, hein, c'est de pouvoir générer des revenus pour adresser les problèmes concrets. Parce que demain, quand il y aura des inondations, demain, quand il y aura des citoyens qui vont éventuellement se retrouver là dans des situations critiques, il faut intervenir. Il faut intervenir et pour intervenir, ça prend des moyens financiers. Alors, plus on avance, plus il y a des situations critiques, mais plus la facture elle est salée pour les gouvernements provinciaux et à un moment donné, on va arriver à faire des délestages parce qu'on va devoir choisir entre une ville ou entre un territoire ou un autre. Et généralement, ce qui se passe, c'est que l'expérience montre qu'on choisit par poids démographique. Et ça, c'est une réalité. Donc, en fonction de ce qui va se passer dans le futur, il faut être capable de générer des revenus autres que la taxe foncière, puisque au Québec, on a en moyenne, là, les revenus en moyenne des municipalités, c'est 70%, c'est la taxe foncière. Puis nous, notre objectif, c'est de dire, ben, c'est d'aller chercher d'autres sortes de revenus qui ne sont pas forcément impactés par la valeur immobilière des contribuables, parce que plus on va avancer, bien, plus la valeur des bâtiments va baisser, puisque les changements climatiques ont un impact directement sur les immeubles et ça fait baisser la valeur. Donc, ceux qui n'ont pas les moyens de faire des travaux, bien, forcément, là, c'est les revenus municipaux qui vont prendre un coup. Donc, il faut intervenir. Donc, c'est pour ça que ben, on a commencé là déjà à valoriser nos propriétés municipales, donc à négocier des ententes qui n'étaient pas faites avant avec notamment des entrepreneurs qui utilisent nos propriétés municipales pour générer des revenus. On a mis en place cette année le parc de la rivière Émeraude pour entretenir le parc et puis en même temps générer des revenus qui vont permettre à la municipalité d'investir dans cette infrastructure et de sorte là augmenter l'achalandage aussi à Percé et puis augmenter aussi la valeur de son patrimoine naturel. Donc, grosso modo, ce sont un peu les 3 axes là, de développement stratégique qu'on a ici à Percé. Et puis, ben, ça va me faire plaisir là, de discuter avec tout le monde autour de ces axes et puis aussi approfondir éventuellement sur les discussions qui ont été entamées par mes collègues. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-François. Très intéressant. Puis merci de nous amener un peu le volet philosophique ou planification stratégique des organismes municipaux. Donc, j'ai noté entre autres la responsabilité locale, puis même la responsabilité
de la population qui soutient sa municipalité avec l'agilité, ben c'est là qu'est la capacité d'action. Également, tu nous as parlé aussi de mise en commun. Là, je me permets de revenir là-dessus là, sans vouloir faire éditorial, là, entre autres dans le secteur de la gestion des matières résiduelles et d'autres secteurs. C'est très, très intéressant qu'on discute de ce sujet-là dans le cadre de la stratégie, de qu'est-ce qui doit aller au bon niveau. Puis j'en profite pour faire un peu de promo. Demain midi, on a un autre événement. On recevra Mme Louise Arel, là, qui était ministre des Affaires municipales à l'époque des fusions. Là. Fait que peut-être qu'il y a un peu d'historique aussi à aller revoir dans tout ça. Peut-être les plus expérimentés d'entre nous pourront partager des choses. Puis, finalement, là, en fait, la toile que je tisse entre les trois présentations, puis ce n'est pas obligé, mais quand même, donc, la question de qu'est-ce qui doit être mis en commun ou pas, mais des ressources locales. J'ai bien aimé qu'il y ait un objectif chiffré chez vous à Percé de diversification des revenus. Est-ce que dans notre stratégie, on va se chiffrer des objectifs québécois également à cet égard-là ou à d'autres égards? Le besoin, encore une fois, là, ça aussi dans les trois présentations de ressources locales qualifiées, au courant des nouveaux enjeux, de l'argent qui est disponible localement. D'ailleurs, ça me fait penser quand vous avez dit s'il arrive tel enjeu, dans son bilan là, de fin de mairie, le maire de Gatineau, Maxime Benoît-Jobin, le rappelait aux futurs candidats électoraux qu'il peut toujours y avoir des crises là, qui impactent très fort une municipalité, puis c'est complètement imprévisible. Dans son cas, c'était les tornades, donc il y a peut-être un certain lien également là, avec les changements climatiques, en tout cas dans tous les événements météorologiques extrêmes. Donc voilà, je parlais d'argent localement, d'argent du gouvernement. M. Bourgeois nous en a bien parlé. Et tout ça, je l'ai dit, mais je le répète parce que je trouve ça très intéressant, que ce soit soutenu par l'éco-sensibilisation, que ce soit soutenu par une opinion publique, une opinion locale qui soit favorable à apporter ces changements-là, changements qui sont probablement plus rapides que ce qu'on a vécu. Dans le contexte d'une population par ailleurs vieillissante, qui des fois qui est peut-être un peu moins envie que ça bouge autant. Puis je ne veux pas faire d'argisme là-dedans, mais c'est la trame démographique là, québécoise. Alors voilà pour nos présentations. On va passer à la période de discussion. Donc, c'est à vous tous et toutes d'interagir. Quelques petites consignes d'usage. Nous allons prendre les questions du public. Donc, on privilégie celles et ceux qui veulent parler là, directement au micro en utilisant lever la main, donc en bas de votre écran normalement là, dans la réaction. Puis voilà, on encourage les questions, les commentaires, les réflexions. On a parlé de choses assez larges. Il y a des choses qu'on n'a pas parlé aussi qui concernent très bien l'Est du Québec. La question alimentaire, agriculture, autonomie régionale, la question effectivement de la mobilité, de notre saisonnalité qui change. Bien, M. Bourgeois en a quand même beaucoup parlé, mais ça vaut partout. Donc, ne soyez pas gênés d'amener sur la table d'autres sujets. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui de débroussailler qu'est-ce qui doit être là. Moi, je vous ai même invité à parler de démocratie, là, au-delà de la question de la saine gestion entre les diverses municipalités. Et dernier point, je vais inviter donc les panélistes à peut-être prendre des questions. S'il y a plusieurs interventions, je vais prendre les questions de la salle, puis après, je reviens vers vous, vers nos trois panélistes, puis on fait un tour de table. Ça vous va comme ça, j'imagine? Alors, est-ce que quelqu'un est prêt à briser la glace? Puis je regarde en même temps s'il y a des gens dans l'outil de conversation. En levant la main ou en voulant intervenir sur les différents sujets en urbanisme, aménagement des territoires ou des questions même aux panélistes. Ça peut être ça aussi. Alors, ça va nous prendre quelqu'un qui initie tout ça. Est-ce que parmi les conférenciers, il y en a qui voulaient peut-être un peu plus commenter ce que les autres ont dit spécifiquement ou... Moi, je connais quelques personnes dans la salle. Je sais qu'il y a d'autres sujets qui vous brûlent, là, puis j'aimerais ça qu'on puisse aussi les ouvrir. Je vois une caméra qui s'allume, non? Mais je serais curieux, peut-être. Bon, ben, je vais y aller. Alors, vous en avez parlé un peu, M. Kakou, là, sur c'est très précis, mais ça m'intéresse quand même, la question du bitume. Puis, de donner des chiffres, là, même, de dire on réduit notre utilisation du plastique, puis on réduit nos coûts d'achat. Puis je pensais à ces chiffres-là qui, finalement, sont importants en termes budgétaires au sein de la municipalité, mais probablement qu'ils sont très bas par rapport aux objectifs qu'on va devoir atteindre d'ici 20, 30, 40 ans. Probablement qu'on ne pourra plus en enfouir la moitié de ce qu'on enfouit en termes de plastique. Fait que
comment ça se passe là, concrètement d'être innovant dans ce secteur-là? Alors, vous avez probablement des embûches aussi là, à faire un tel projet. Là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous voulez nous parler. Oui, ben, en fait, en ce moment, le projet, parce que il faut comprendre, il y a deux, on est deux promoteurs de projets. On travaille avec la régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, qui est en charge de superviser la recherche et développement. Nous, la ville de Percé, on est à la fois financier de cette recherche et développement, mais on est aussi laboratoire ouvert, parce que c'est sur la rue, c'est la première rue officielle, elle va être construite là, au cœur de Percé comme projet pilote. C'est clair que dans les premières estimations que le consultant qui avait gagné l'appel d'offres émis par la régie avait réalisé, on était capable donc d'estimer qu'on pouvait enfouir, donc faire disparaître 2 tonnes de plastique par kilomètre pavé, hein, si vous me permettez l'expression, et réduire là donc de 10%, mais quand on dit réduire de 10% les coûts de bitume, c'est qu'on va remplacer 10% du bitume par du plastique. Donc, c'est les 10% du bitume là, remplacé là, par le plastique qui donne le nombre de plastiques enfouis. Mais ça, ce sont des estimations, si vous me permettez, assez conservatrices. Il faut ensuite donc développer une formulation. Et cette formulation est en train d'être développée par l'ETS. Nous, on a reçu des résultats préliminaires. Je ne peux pas en parler en détail, mais on aura le rapport final la fin 2021. C'est clair qu'on a des objectifs. Ça fait partie d'une de nos avenues de valorisation du plastique, puisque une matière qui était enfouie et encombrante prend maintenant de la valeur. C'est clair que sa valeur restera minime à celle du bitume, puisqu'on veut réaliser des économies sur le bitume en passant dans le mélange d'asphalte. C'est le bitume qui coûte vraiment cher. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a... C'est peut-être moi, mais je me posais la question aussi, Jean-François, y a-t-il un incitatif pour une municipalité à être ce laboratoire? Parce qu'au-delà des gains là, financiers, là, y a-t-il un incitatif là, d'être un peu avant-gardiste? Là? Puis la question est peut-être aussi à Serge Bourgeois, là, comment on peut faire pour mettre de l'avant, valoriser nos municipalités qui sont un peu plus innovantes à cet égard? Tu sais? Ben, la question, c'est comment est-ce qu'on peut rendre nos municipalités faire la promotion des municipalités qui innovent, ou bien quel est l'avantage là pour une ville? Oui, c'est ça, c'est quel est l'avantage. Puis j'allais vers la solution aussi de comment on peut valoriser les municipalités qui font ces initiatives-là. Tu sais, que ce soit au niveau de, je ne sais pas si vous êtes familier avec les concepts d'éco-conditionnalité des financements, donc c'est-à-dire que on va privilégier les demandes de projets des municipalités qui ont des critères, par exemple, écologiques dans leur choix, ces choses-là. Puis, la question est un peu ouverte, là, est un peu à tous. Là. Ah, OK. Ben, en fait, si je peux répondre déjà à la première question, ben, l'avantage pour une ville de se positionner, c'est d'être aux premières loges de cette technologie. C'est clair qu'une fois qu'elle sera implémentée, ben, ça permettra là, de l'étendre sur la plupart de nos infrastructures. Mais c'est aussi de pouvoir permettre à nos collègues, donc à nos consoeurs, de profiter de cette technologie, puisque nous, ce qu'on veut, et puis c'est pour ça que c'est ça la partie qui nous excite le plus, c'est que ça fait partie d'un projet de recherche public de l'ETS. Donc, la formulation va être publique. Nous, on va la rendre la plus accessible possible. Puis, ça va permettre aussi, dans l'absolu, et aux villes d'être plus compétitives, notamment au niveau de leurs infrastructures. Donc, ça a toujours été notre approche. Puis, je vous dirais, l'avantage, il est plus pour la communauté, pour les citoyens, de savoir que, au moins, leurs matières résiduelles ne vont pas finir soit dans un lieu d'enfouissement technique, donc forcément qui va polluer, ou dans le bec d'un oiseau qui va mourir, parce que c'est la réalité aujourd'hui du C'est intéressant, puis en fait, ça m'a permis de me rappeler, je vais vous mettre le lien, que quand tu parles du rôle un peu innovant de la municipalité, que sur le site du ministère, ils ont mis des pratiques innovantes et inspirantes municipales, là, puis par exemple, dans les territoires qu'on couvre aujourd'hui, là,
Il y a une fiche sur le piste cyclable de Rivière-au-Nord. Et il y a également là, des fiches sur l'architecture patrimoniale. C'est un peu dans ce sens-là, dans le sens que tu amenais de dire, ben, nous, on l'a montré la voie aux autres. Je vais passer la parole. J'ai vu la main levée de Nathalie Prudhomme. Il y a Paul également qui avait levé la main d'abord. Donc, Paul en premier, ensuite Nathalie et Samuel. Bonjour. Dans la stratégie, on cherche à rentabiliser nos espaces vacants, principalement dans nos périmètres d'urbanisation. Je voulais parler un peu de l'enjeu de la revitalisation de nos milieux ruraux. Actuellement, avec la pandémie, on exerçait un phénomène là, qui est retour à habiter de grands espaces. On cherche à venir habiter en bordure de nos cours d'eau, de nos lacs, en milieu forestier. Alors, à quelque part, c'est bien parce que c'est un retour d'ascenseur. Il y a un regain démographique potentiel de ce côté-là. Mais ce qu'on offre, c'est souvent des terrains typiquement un peu urbains dans nos secteurs de village, alors que les gens cherchent plutôt à habiter dans un rang, sur le bord d'un lac, en milieu forestier. Ça amène un dilemme, je pense, dans les municipalités quand quelqu'un veut venir habiter, mais bon, c'est un chalet qui est sur un lot forestier, ça va amener à la déneigeuse, au camion de collecte des matières résiduelles, à faire 4 km de plus pour aller desservir la personne. Ça va amener de plus d'émissions de gaz à effet de serre. Ces gens-là, ben, ils ont de la visite, font venir des colis à la maison, alors qu'autrefois, c'était un chalet en milieu forestier. Alors, ça amène un phénomène d'éparpillement résidentiel qui va un peu à l'encontre des orientations qu'on se donne. Je voulais savoir si vous vouliez discuter de cet aspect-là, là, je pense qu'il fait partie de la stratégie. Là. Très, très bonne question, là, qui se répète partout au Québec également. Donc, j'ajoute là, les enjeux de... Parce que les gens veulent vivre longtemps dans leur milieu, les enjeux de mobilité, tu en as parlé, puis de services en ruralité. Alors, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont vouloir intervenir là-dessus, certainement. Nathalie. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. On t'entend bien. Alors, tout d'abord, je veux juste vous dire, c'est extrêmement rafraîchissant d'entendre des politiciens avec cette grande conscientisation-là. Vraiment, chapeau, merci, c'est très encourageant. Ce sur quoi je voudrais vous parler, moi, ma préoccupation, c'est l'identité des lieux et la diversité, la complémentarité entre les milieux de vie. Alors, moi, je me préoccupe particulièrement à savoir, est-ce que nos outils de planification, nos mesures de fiscalité favorisent davantage la compétition plutôt que la complémentarité entre les milieux de vie? Est-ce qu'on ne devrait pas ajuster les choses différemment parce que, bien sûr, on a à faire des plans d'urbanisme et tout ça, puis on doit avoir des zones industrielles, des zones résidentielles, mais ce n'est pas tous les milieux de vie qui sont propices à... Mais peut-être que, et je pose la question, j'aimerais savoir votre perception, nos mesures fiscales ne nous aident pas du tout parce que, dans le fond, ils nous encouragent à aller dans ce sens-là. Alors, moi, j'aimerais vous entendre, les conférenciers, sur votre perception des outils de planification. Est-ce qu'ils nous aident? Est-ce qu'on devrait les améliorer? Est-ce qu'on devrait faire des ajustements? Je pense qu'on a eu quelques conférenciers qui ont dit oui, il faudrait diversifier nos façons de voir la fiscalité municipale. Mais j'aimerais ça vous entendre sur ce sujet-là. Merci. Merci pour la question, Nathalie. Donc, compétition ou complémentarité là, qui est induite par entre autres la fiscalité, mais les outils actuels généralement. Donc, je vais prendre la dernière intervention de Samuel Pagé-Plouffe, puis après ça, je retourne la parole au conférencier. Samuel. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci aux présentateurs, conférenciers. J'ai trouvé ça super intéressant. Je vais être honnête, je suis un peu touriste. Moi, à la base, je viens des Hautes-Laurentides, là, donc juste avant l'Abitibi, là, dans le coin de Mont-Laurier. Présentement, j'habite à Montréal, mais je pense qu'il y a beaucoup de similarités entre les dynamiques assez rurales là, des Hautes-Laurentides et, par exemple, Bas-Saint-Laurent, même Gaspésie. Et je suis assez curieux, j'entendais les trois conférenciers au départ là, parler de différentes réflexions qui permettent une meilleure, disons, optimisation des équipements, des infrastructures. Et on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à date, mais
Abitibi-la-Madeleine, il y a notamment là, le régime, là, l'organisation qui organise le transport collectif, qui est beaucoup pris, par exemple, dans les autres régions du Québec. Là. Je sais que nous, dans les Laurentides, on le regarde, puis je sais qu'en Outaouais, c'est la même chose. On trouve ça très intéressant. Donc, j'aimerais bien savoir là, quels sont pour vous les déterminants qui ont fait que les différentes municipalités ont réussi à travailler ensemble pour finalement se doter d'un service de transport collectif de qualité. Puis au-delà de ça, on parle souvent qu'il faut penser l'aménagement du territoire avec les transports. Mais là, c'est sûr qu'on n'est pas dans des dynamiques de grandes villes. Donc, quand on parle en Gaspésie, dans l'Est du Québec, de penser l'aménagement avec les transports, au-delà là, des transports collectifs, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Puis comment est-ce que, par exemple, je ne sais pas si vous avez des exemples concrets, là, pas d'obligation, mais comment, par exemple, ça peut être intégré dans vos schémas d'aménagement de vos MRC? Est-ce que vous arrivez? Est-ce qu'il y a des éléments dans ce sens-là? Donc, je suis très curieux, là, je suis touriste, mais je suis certain qu'il va y avoir des parallèles à faire entre les différentes réalités. Alors, on est début juillet, donc je pense qu'on accepte encore les touristes dans l'Est du Québec. Alors, vous êt toujours bienvenus, M. Pagé-Plouffe. Donc, la question, c'est un peu là, à l'interrogation initiale de Mathieu Lapointe, c'est à quel moment là, que des gens de municipalités se disent « OK, là, ça, on est prêt à le travailler ensemble. » Puis la deuxième question, c'est l'aménagement du territoire et la mobilité ensemble. Puis je rappelle celle de Paul sur je les appelle les néo-ruraux qui choisissent beaucoup les rangs pour s'installer. Et la question de Nathalie sur la compétition complémentarité avec des pistes de solutions là, pour travailler probablement plus en complémentarité. Alors, qui veut ouvrir le bal? Ben, moi, je pourrais peut-être intervenir, si vous permettez. Ben, d'abord, là, il y a plusieurs niveaux de questions. Là. Moi, je vais me concentrer peut-être sur quand on parle des gens qui nous arrivent d'ailleurs, qui veulent effectivement pas nécessairement s'installer dans les noyaux villageois pour profiter des panoramas exceptionnels ou encore de la tranquillité. Ici, nous, aux Îles-de-la-Madeleine, on est je dirais, torturé par cette question-là, dans le sens que, évidemment, là, il y a un lien à faire avec la fiscalité et les revenus. C'est certain que quand on voit des nouvelles constructions, souvent des constructions ici de gens assez fortunés, donc des maisons de grande valeur qui, effectivement, rapportent des revenus à la municipalité. Quand ça vient le temps de faire des choix éclairés en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, la question de la fiscalité vient inévitablement brouiller les cartes, pour pas des fois embrouiller aussi les idées. C'est clair qu'il y a matière à réflexion à ce niveau-là, parce qu'on est toujours pris dans cette dualité-là, là, à savoir qu'est-ce qu'on privilégie, puis des municipalités comme la nôtre, ou des MRC comme la nôtre, avec 12 800 personnes permanentes qui doivent investir des sommes importantes pour rajouter des équipements en termes d'approvisionnement en eau potable, exemple, puis que, évidemment, ça demande des payeurs de taxes pour payer ces choses-là. Protection contre l'érosion, je vous ai dit tantôt qu'il y avait des parts municipales à chaque projet. On parle ici de 1,4 million dans notre dossier de protection du site historique de la Grave. Encore là, la facture partagée par 1200 personnes. Et est-ce que, si je peux me permettre, est-ce qu'il y a un lien avec la mobilité également? Là? Parce que j'imagine que vous avez un enjeu là, où on se débarrasse des vieilles voitures aux Îles-de-la-Madeleine, ces choses-là. Est-ce que. Bon. Oui, on a plusieurs enjeux à ce niveau-là, c'est clair. Mais pour finir mon histoire sur l'aménagement du territoire en lien avec la fiscalité, vous savez, nous, on n'a pas de zonage agricole CPTAQ, c'est une zone blanche. Puis, on a un zonage agricole, une affectation du sol agricole au schéma d'aménagement et un zonage agricole municipal au plan et règlement d'urbanisme. On aurait tout le loisir de se doter d'un règlement de zonage qui interdirait la construction dans les secteurs pas desservis par l'un ou l'autre des services municipaux. Là, vous connaissez la disposition. Mais on n'a pas encore réussi. En schéma 2010, on l'a amené. On n'a pas réussi techniquement, je pense, à le faire passer politiquement. Puis la révision de notre schéma d'aménagement, comme je l'ai dit, ça va être un schéma de décision et non un schéma de compromis. On va voir
qu'est-ce qu'elle va être la réaction des élus par rapport à ça. Mais nous aussi, quand on parle d'étalement, même chose que monsieur a dit tantôt, après ça, on requiert des services municipaux, on signe, on fait signer les gens sur des permis de construction qui n'ont pas de service. Quand ils sont tout seuls, ça va bien. Quand ils sont 2 ou 3 ou 4, là, c'est un groupe de citoyens. Ça fait que là, ça fait de la pression sur le conseil municipal. Il y a un lien avec la perte de terres à potentiel agricole, alors qu'on a une activité agricole ici quand même intéressante, malgré ce qu'on peut penser. Et on a une perte de paysage, parce que souvent, ce sont dans des endroits ou des panoramas exceptionnels qu'on veut préserver. Et on a eu un schéma de compromis qui a débouché sur un règlement de compromis qui s'appelle un règlement sur l'usage conditionnel, qui est prévu à la LAU et qui met beaucoup de conditions à ceux qui veulent aller se construire dans les zones où on ne veut pas favoriser la construction. Et ce qu'on s'est aperçu dans les 10 dernières années, si on a stoppé l'hémorragie en 2010, on s'est aperçu dans les deux dernières années qu'à chaque réunion du conseil municipal, il y a des demandes de construction via le règlement sur l'usage conditionnel, parce qu'on se retrouve avec des gens qui ont beaucoup d'argent et toutes les contraintes qu'on peut leur imposer sont plus faciles à répondre quand on a les moyens de le faire. Fait qu'on se retrouve ici avec une double problématique, en fait avec une réglementation qui favorise les plus fortunés à s'installer dans les plus beaux endroits. Et ce qui amène aussi comme conséquence, surévaluation des terrains, des ventes beaucoup plus élevées que les valeurs réelles ou les valeurs marchandes, c'est-à-dire les valeurs réelles ou municipales, fait qui crée une espèce de clash entre locaux et villégiateurs. Fait que c'est certain que la question de la fiscalité et les sources de revenus, évidemment, influence grandement ces types de décisions-là quand toi, comme municipalité ou comme MRC, tu es pris avec des problématiques, puis vous parliez des matières résiduelles tantôt, on vit sur une île, on exporte nos matières résiduelles, imaginez-vous le coût. Fait que quand on a des coûts comme ça, on essaie d'aller chercher le plus de revenus possible, puis comme je vous dis, ça brouille un peu les cartes quand on vient à prendre des décisions éclairées en termes d'occupation du territoire. Merci. Monsieur Lapointe? Oui, j'aurais le goût de réagir. Là. Il y a plusieurs éléments qui sont ressortis. Là. Je ne sais pas trop par quel bout prendre. Je commencerai peut-être avec Samuel là, qui a parlé d'un exemple qu'on a, la régie de transport, là, un peu en lien avec ce que j'amenais tout à l'heure. Les régies intermunicipales sont, à mon avis, un bel outil pour mettre en commun des services que les municipalités ne peuvent pas se donner. On le voit beaucoup dans le domaine des matières résiduelles, évidemment. Nous, on le fait dans le transport, pour le transport intra-régional entre nos MRC, ce qui n'aurait pas été possible à l'échelle de la municipalité. Puis, c'est une régie qui fonctionne bien, puis ensemble, on s'est doté de ce bel outil-là. Puis, c'est une régie qui nous permet aussi d'innover, ce que chacune des municipalités individuellement ou à l'échelle des MRC, on n'aurait jamais pu faire. On travaille sur de l'intermodalité présentement, comment sur du voiturage, l'exemple de Uber, par exemple, là, qui n'est pas présent en région, mais avec la régie, on peut travailler sur des plateformes numériques pour se doter de nous-mêmes, de nos plateformes, pour pouvoir opérer, pour assurer une certaine mobilité. On a aussi une régie, ça c'est des régies qui coûtent de l'argent de transport, mais on a des régies payantes aussi, la régie de l'énergie qui a vraiment un beau véhicule. On s'est associé maintenant aussi avec le Bas-Saint-Laurent, où on est propriétaire en partie de parcs éoliens sur le territoire, puis on parlait de fiscalité municipale. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est de convaincre le gouvernement de l'importance dans l'octroi de nouveaux contrats d'électricité, de favoriser la participation des communautés. Juste à l'échelle de la ville, là, si je prends l'exemple chez nous, là, sur un budget de tout près de 10 millions, c'est à peu près 600 000 qu'on a un revenu qui provient de l'énergie éolienne. Donc, des parcs éoliens sur le territoire, puis une grande partie de ces revenus-là, c'est la régie. Donc, on s'est doté comme municipalité, on a tout le monde ensemble, collectivement, on a emprunté, on a cautionné des prêts pour avoir des participations dans des parcs éoliens, puis ça rapporte drôlement. Je pense que c'est une avenue intéressante. Puis aussi, en lien avec les périmètres d'urbanisation puis les chalets qui s'éloignent un peu. Nous, ce qu'on a vécu à la MRC d'Avignon, là, on a un schéma d'aménagement qui n'a jamais été révisé. Là, je pense qu'il reste 2 MRC au Québec là, qui n'ont pas révisé leur schéma. Là, on fait partie de ces municipalités-là, ces MRC-là, pour le meilleur et pour le pire. Et donc, on a un schéma qui il y a à peu près rien là-dedans, là, qui a sa plus simple expression. Puis malgré ça, on s'est buté à des défis de taille.
On a la municipalité de Saint-André-de-Restigouche, c'est un exemple qui me vient en tête, 140 de population, à peu près jamais eu de construction depuis 15 ans. Et à un moment donné, au cours d'une année, il y a 4 personnes qui ont voulu se construire des maisons. C'est une municipalité qui est entourée de territoires agricoles. Et puis les constructions ne rentraient plus, ça ne cadrait pas c'était pas dans le périmètre d'urbanisation. Puis on s'est comme buté à des réalités qui étaient complètement différentes de ce qui se passe à Québec, par exemple. Puis ça m'amène sur le dossier des OGAT, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Là, on travaille sur un projet pilote qui est intéressant à Gaspésie parce qu'on a constaté que souvent, on se bute à des orientations qui sont provinciales, on a l'impression de travailler avec des fonctionnaires qui regardent le pont de Québec, puis on nous parle de circulation, de densité, puis de trafic, puis on n'est absolument pas là dans nos communautés. Comme je disais, à Saint-André, 4 maisons dans un village de 140, là, c'est alléluia, puis ils sont dans le secteur, dans le village, ils sont dans le noyau, là. Mais ça a pris 4 ans avant d'y arriver. Il y avait la CPTAQ de mêler là-dedans, puis le dossier s'est réglé à minute où il y a des fonctionnaires qui sont descendus de Québec, qui étaient en Gaspésie. Puis le directeur général, à l'époque, les embarquait dans un véhicule, les emmenait à Saint-André sur le terrain. Les a montrés, il a dit voici ce qu'est Saint-André, voici les maisons, voici, on a 4 projets de construction, puis ça bloque. Puis un mois après, le dossier était réglé en voyant, en fait. Donc, tout ça pour dire qu'on a des enjeux aussi de moduler des programmes, de moduler des orientations qui sont nationales, puis de bien faire connaître nos réalités rurales qui sont parfois bien différentes là, un peu partout au Québec, là, des grands centres. Merci, Mathieu. Plusieurs bons exemples. D'ailleurs, effectivement, celui des financements communautaires ou municipal par les régies de l'énergie, entre autres. Peut-être un exemple qui gagne à être connu un peu plus largement au Québec. Effectivement, tu as parlé là, de montants quand même significatifs là, dans vos budgets. Ça fait peut-être également partie des pratiques innovantes, sachant là, que dans les précédentes générations d'appels d'offres éoliens, là, il y avait plusieurs projets communautaires qui avaient été laissés de côté. Là, mais je pense que la sensibilité est beaucoup plus grande aujourd'hui à ce genre d'argument-là. Jean-François Cacou, à vous d'intervenir sur les questions qui étaient posées. Oui, donc merci pour les questions. Je vais essayer de répondre sans faire trop de doublons par rapport à ce que mes collègues ont dit. Je vais plus m'arrêter sur la question de M. Gingras, M. Paul Gingras, au niveau de l'éparpillement territorial, parce que c'est une réalité que nous, on vit ici à Percé. Hein. On a un territoire de 450 km². Et on le fait souvent à la blague, mais c'est une réalité. On dit qu'on fait 1,2 fois la taille de Montréal, mais on a un budget 1000 fois inférieur à celui de la métropole. La raison pour laquelle on est capable de faire cette petite allégorie plus ou moins amusante, c'est parce qu'on a la population sur tout notre territoire. Donc, les 450 km², moi, j'en ai à Cap-d'Espoir, j'en ai à Saint-Georges-de-la-Malbaie, puis j'en ai dans les rangs, donc à Barachois, j'en ai à Val-d'Espoir, j'en ai à Cap-d'Espoir. Puis c'est une réalité, parce que quand quelqu'un achète un terrain qui veut se bâtir là-bas, au début, la personne elle peut dire « Oh non, je vais me bâtir, c'est correct, même si j'ai pas ça, j'ai pas ça. » Et puis, c'est le même discours au début, et puis à un moment donné, on entend « il n'y a pas de service, il n'y a pas de machin et tout. » Fait que nous, en tant que municipalité, c'est notre responsabilité, là où il y a de la vie, d'amener du service. Puis, si on se dit, on veut éviter, on veut cacher ça du revers, ça va finir à un moment donné par ressortir. Et puis, c'est là qu'on se retrouve dans des situations où, des fois, il y a des scandales, ou bien des fois, il y a des situations catastrophiques qui perdurent depuis des années parce qu'il y a eu soit de l'évitement ou un manque de responsabilité de la part de la municipalité, de la collectivité. Le premier truc que je dirais qui vient me chercher, parce que moi, je viens de Montréal et puis je suis venu m'installer ici en région, c'est les infrastructures souterraines. Ça peut paraître banal, mais dans la plupart de nos villes, ceux qui sont dans les rangs, il n'y a pas d'infrastructure souterraine. Et quand on parle d'infrastructure souterraine, c'est le basique, c'est aqueduc eau usée. Donc, les gens sont obligés d'avoir une fosse septique et puis un puits. Et sauf que quand on a de plus en plus des périodes de sécheresse, le puits il est à sec, ou des fois on ouvre l'eau, elle est brunâtre.
Ça vient impacter définitivement la qualité de vie. Et notre philosophie, c'est de se dire, ben, on va diversifier nos revenus au maximum. Comme ça, on va offrir le service à un maximum de personnes sans que ça dépende du fait que, ah, ben, il y a un regroupement de payeurs de taxes là-bas, ben, on va offrir le service là-bas. Non. L'objectif, c'est aller vraiment vers l'équité, puis dire, ben, la municipalité a des pouvoirs de pouvoir diversifier ses revenus, donc d'augmenter la part de revenus qui sont complètement hors des constructions pour pouvoir offrir des services, parce que c'est ça la finalité, c'est de pouvoir générer de l'argent pour offrir des services. C'est pour ça qu'on a cette philosophie-là de richesse collective, hein, donc de passer du service collectif à la richesse collective, donc produire des revenus pour offrir des services où ben, il y a des gens qui sont installés là-bas, il y a peut-être 10 ou 15 citoyens qui sont installés, mais on va tout faire pour pouvoir leur offrir des services là-bas. Donc, c'est plus notre philosophie ici à Percé. On veut répondre à cette question-là de cette façon. La question de Mme Prudhomme au niveau de l'identité territoriale, bon, à Percé, nous, on est très fiers hein, au niveau territorial. C'est clair que je dirais, parce qu'on a eu un regroupement, on a eu une fusion, mais chaque district a son identité. Donc, Percé, c'est un festival de micro-identité. Vous pouvez discuter avec un citoyen de Percé, il ne va pas vous dire je viens à Percé, il va vous dire je viens de Saint-Georges, ou il va vous dire je viens de Barachois, de Bridgeville ou de Val d'Espoir. C'est amusant parce que derrière, ils ne rejettent pas le grand Percé, ils vivent à Percé, mais ils ont quand même leur identité. Et nous, c'était primordial de maintenir cet équilibre au niveau de l'identité territoriale, que ce soit dans nos projets. Je ne l'ai pas mentionné, mais il n'est aucunement question de transformer Percé en métropole. Ce n'est pas un objectif dans l'absolu qu'on s'est fixé. On a un plafond et on a un certain pourcentage de territoire où on veut absolument qu'il n'y ait pas de construction pour éviter justement la gentrification à Percé. Ça fait partie là, des orientations du Conseil. Donc, la question est revenue. On est une petite ville avec des grandes ambitions, mais il faut financer ces ambitions. D'où la question de diversification, puisque mettre un plafond là sur le nombre d'habitations, ben, on va dire un plafond hypothétique, là, c'est dans le sens où on ne va pas continuer certaines campagnes de promotion, d'attraction, parce qu'on sait qu'on aura atteint un certain nombre d'habitants qui correspond à l'identité de Percé, et puis sans pour autant la violer. Donc, ça nous amène là à la deuxième partie de la question de Mme Prudhomme, qui était ben, la compétition versus la complémentarité. Éventuellement, nous, on choisit la complémentarité en choisissant d'autres services pour éviter de rentrer dans l'engrenage de compétitivité territoriale et d'attirer le maximum d'habitants chez nous et puis d'avoir un effet de gentrification et puis, dans l'absolu, perdre totalement le cachet de villégiature provinciale qu'on a. Puis la question de M. Pagé-Plouffe, qui est plus qu'est-ce qui pousse les municipalités à se mettre en commun. Ben, au niveau de... Mathieu a plus d'expérience que moi là-dedans, puisque lui, il siège sur le conseil des maires et puis les préfets. Et ils ont plus d'impact au niveau des régies, mais je peux donner un point de vue sur le service que nous, on a décidé de partager à nos consoeurs, qui est notre service d'avocat. Ce qu'on a remarqué ben, quand on est venu, c'est qu'on avait plein de dossiers en attente. Puis la raison qui faisait que ces dossiers n'avançaient pas, ben, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de payer une firme d'avocats pour nous représenter. Et ça a été une question qui s'est posée rapidement et on a regardé les autres villes avaient les mêmes problèmes. Je disais, ben, OK, ben, autant avoir ce service à l'interne. Aujourd'hui, on a embauché un avocat à l'interne. En 6 mois, il avait déjà payé son salaire. Et en plus de ça, c'est que juste après, on s'est dit, bon, à partir de 2021, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le service aux autres municipalités. C'est clair que nous, c'est un service on facture, mais on est quand même moins cher que le prix du marché. On est à $100 de l'heure pour un avocat
qui a quand même de l'expérience, et les municipalités ont embarqué avec nous. Donc, c'est basé sur le besoin, je dirais, critique, notamment sur certains dossiers. Nous, c'était de faire, de redresser l'autorité de la municipalité dans certains dossiers, mais aussi d'adresser des enjeux de réglementation qu'on ne pouvait pas faire parce que ça nécessitait une ingénierie juridique trop approfondie. Puis ça, c'était compliqué d'embaucher une firme pour revoir les règlements, etc. Alors que quand on est à l'interne, en 2 temps, 3 mouvements, on a besoin d'un avis juridique, on n'a plus à se poser des questions, on réfléchit sur l'offre de service. Bon, ça, c'est vraiment l'histoire du passé pour nous et on espère que ça va continuer comme ça. Ça permet aussi d'adresser certains enjeux de territorialité, comme M. Gingras avait mentionné, pour se dire comment est-ce qu'on peut mettre en place des systèmes pour offrir peut-être d'autres types de services à nos gens qui sont reculés. Donc ça, c'est plus rentré maintenant dans comment est-ce qu'on va penser nos projets. Puis on a mis en place là des projets un peu partout sur le territoire qui sont différents les uns des autres, mais qui offrent là un engouement aux citoyens qui s'installent dans ces secteurs. Donc, voilà. Merci, très intéressant. Puis je trouve qu'on a une discussion très mature là aussi là, sur la gestion municipale. On est chanceux, je pense, d'avoir avec nous des gens qui ont une bonne qualité. Puis j'ai une pensée, là, quand je me dis, vous l'avez fait de vous-même. Dans le fond, c'est de la bonne gestion, si on veut, là, le service juridique. Il y a peut-être des municipalités où ce n'est pas le cas, puis ça coûte encore cher pour les. Il est 13h27. Il y a un sujet qu'on n'a pas touché puis qu'on a entendu beaucoup parler cette semaine et je sais que ça couvre également l'Est du Québec. Alors, j'aimerais vous entendre des trois là. En une idée principale. Le logement. Qu'est-ce que ce serait la meilleure piste chez vous pour s'assurer de garder une accessibilité au logement? Puis je pense spécifiquement donc aux ménages, on va dire, plus vulnérables. Donc, accessibilité là, physique, accessibilité financière, ce serait une solution, qu'elle soit à moyen, à court ou à long terme. Chez vous, comment vous le voyez cet enjeu-là? Si vous permettez, je vais intervenir tout de suite parce que j'ai une autre rencontre dans une minute, puis on m'attend. Oui. Écoutez, nous, au niveau du logement, la municipalité a été très proactive. On a été même jusqu'à mettre des sommes là, quand même considérables là, à des promoteurs qui voudraient se lancer dans du logement à l'année. Ça a donné des résultats. Des promoteurs qui se sont pointés, des projets qui sont en train de se préparer, de se développer. Maintenant, est-ce que ça va répondre aux gens les plus vulnérables? Je pense, je ne crois pas. On a un problème ici aussi de logements sociaux, à mon avis. À l'heure où on se parle, on est associé avec la Croix-Rouge, puis on a ouvert, appelons ça un refuge temporaire, pour les gens qui n'ont pas de logement là, à l'heure où on se parle. Sauf que quand on regarde de plus près, c'est qui ces gens-là? C'est des gens qui ont besoin d'aide, des fois, qui dépassent largement comment je peux dire ça, l'enjeu de se loger. Mais nous, ici, on est en train de se poser la question, que peut-on faire de plus que de mettre de l'argent sur la table pour accompagner les promoteurs qui seraient intéressés de faire du logement loué à l'année? Est-ce qu'on va se rendre jusqu'à nous-mêmes, la municipalité, en construire le logement? On est en train de se poser la question. C'est certain que c'est pas évident, ce dossier-là. Puis, honnêtement, là, ça prend beaucoup, beaucoup de place, vous l'avez dit, puis c'est vrai, dans le débat public actuellement. Mais il y a beaucoup de paramètres à entrer dans la discussion. Des fois, on n'a peut-être pas la meilleure image, peut-être des fois, de la vraie problématique est peut-être un peu, je dirais pas trompeuse, mais des fois, il faut creuser davantage là, pour connaître vraiment les problématiques. Nous, c'est un dossier qui prend beaucoup de place actuellement, effectivement. Donc, une problématique plus large que l'habitation, puis votre solution là, actuelle, c'est un peu de financement municipal, et vous voyez bien que ce ne sera pas suffisant. Alors, je vais vous dire merci, M. Bourgeois, là, de votre présence. Puis, ça m'a fait plaisir. Merci tout le monde, puis je vous souhaite de passer un bel été. Super. Est-ce que, rapidement, M. Lapointe, M. Kakou, sur le logement, est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Je peux y aller rapidement. Là. C'est difficile, c'est tellement un enjeu important. Là. Je dirais que la solution réside dans plusieurs solutions. Là. Ça ne peut pas, il n'y aura pas une solution miracle. Il manque de logements abordables, il manque de logements pour les nouveaux arrivants qui veulent venir. On a une pénurie de main-d'œuvre, puis on n'a pas d'endroit pour loger nos nouveaux arrivants. On travaille sur différents fronts.
À la ville, on travaille sur un projet d'écoquartier pour aller chercher des gens qui veulent des types d'habitations différentes, qui ne cadrent pas nécessairement avec les modèles qu'on connaît de développement résidentiel. On travaille pour faciliter pour les gens qui veulent construire soit des mini-maisons en cour arrière, par exemple, ou des yurts, quoi que ce soit, des habitations en cour arrière. Donc, je pense qu'il faut ouvrir les œillères. Le défi qu'on a dans le logement social, là, qui était le sujet abordé principalement, c'est les contributions du milieu dans les programmes axiologie. Là, on a fait un axiologie à Ville pour un 48 logements. Ça a coûté 1 million à Ville. Réalistement, on ne peut pas en faire un chaque année. Puis, on n'a pas de grands donateurs privés, souvent, des fois, qu'on peut voir dans les milieux urbains qui vont donner des sommes importantes dans ces projets-là. Donc, je pense qu'il faut multiplier les outils qu'on a à notre disposition. On va mettre en place aussi à l'automne un incitatif financier parce que le coût de construction est 15 à 20 plus élevé en région ici. Puis là, je ne parle même pas des îles par rapport au centre urbain. Donc, on a ce défi-là. On veut rattraper ce déficit-là dans le coût de construction qui se reflète ce que ça fait, c'est que le privé ne veut pas investir dans le logement parce que ce n'est pas suffisamment rentable. Puis on a aussi un défi, c'est qu'on n'a pas de données. Les municipalités en bas de 15 000 habitants n'ont pas de données sur l'indice sur le taux d'inoccupation des logements. Donc, on a fait faire des études pour avoir des données, des chiffres en main qui viennent vraiment illustrer le problème pour reconnaître l'enjeu. Là, je sais que c'est un défi à l'échelle du Québec de reconnaître la crise du logement. Là, chez nous, on le dit depuis longtemps, mais là, on va avoir des chiffres pour venir appuyer ces constats-là. Bon, très intéressant parce que là, je comprends que vous avez l'éventail là, des pistes qu'il faut prendre. Donc, on comprend que c'est un problème très, très large à aborder et très important. Rapidement, M. Kakou? Bien, rapidement, c'est un peu dans la même lignée que Mathieu. C'est que nous, à la ville, par contre, on s'est doté d'un outil de développement économique qui est notre Société de développement économique, qui est un OBNL, qui va se concentrer sur ces projets-là de logement. La SDEP a créé un fonds justement pour le logement et l'occupation du territoire. La première phase de projet, c'est d'aborder le logement professionnel parce que nous, à Percé, le problème qu'on a, c'est la main-d'œuvre, le logement de la main-d'œuvre, des gens de l'industrie locale, hein, donc des restaurateurs, des hôteliers et même aussi des fois même les pêcheurs. Ils ont besoin là, de pouvoir loger leurs professionnels, donc ils viennent travailler pour eux, qui sont parfois des travailleurs temporaires. Puis il y a aussi le logement occasionnel des fois en hiver. Donc on est en train de travailler sur un projet là aussi où on va pouvoir mettre en place des chambres assez accessibles aux gens qui voudraient là venir travailler à Percé ou bien venir en visite à Percé. En deuxième phase, c'est de penser un parc de mini-maisons. Comme Mathieu l'a mentionné, c'est un peu l'idée qu'on a aussi, c'est de développer donc des maisons, mais pour des gens qui vont venir s'installer de façon durable à Percé, puisque la grande crise, c'est que c'est pratiquement impossible de louer un logement à Percé en ce moment-là. Et puis même d'en acheter un. Donc ça, c'est difficile. Et ça fait qu'il y a des gens qui veulent venir nous voir ou venir carrément s'installer ici, mais ils n'ont pas l'opportunité. Et puis rapidement, leur rêve se transforme en cauchemar. Donc nous, c'est de travailler pour qu'eux, ils puissent venir s'installer avec cet outil-là de développement économique qui est notre société de développement économique. Donc c'est de sortir du cadre municipal. La ville va pouvoir apporter un financement. Et la SDEP aura plus de leviers, notamment pour faire des partenariats, des fois avec certains promoteurs, et pour pouvoir mettre en place aussi des logements rapidement sur place. Merci beaucoup. On a dépassé légèrement, mais je pense que c'était pertinent là, de parler de logement à la toute fin. Puis merci aux gens qui ont intervenu également dans la petite conversation. Alors, mon mot final, ça va être simplement de vous suggérer quelques prochaines étapes. Puis en même temps, j'en profite là, pour remercier chaleureusement là, nos 3 conférenciers. Vraiment, je suis impressionné là, du niveau de discussion puis de ce qu'on a pu aller chercher comme piste très propre à nos régions un peu plus éloignées. Là, puis ça va être intéressant pour la stratégie. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Donc, je vous ai proposé des prochaines étapes, d'aller consulter le site du ministère des Affaires municipales
pour les documents sur ce qui s'appelle donc la conversation nationale sur la dite stratégie. De notre côté, nous allons tenir un dernier événement avant les vacances estivales, qui est demain midi, toujours en virtuel, spécial. On va recevoir Sylvain Guerrier-Py de l'Ordre des urbanistes, Louise Arel, je l'ai dit, également d'autres élus municipaux de Saint-Camille, M. Philippe Pagé, de Saint-Jean-sur-Richelieu, Mme Marilyn Charbonneau, ainsi que Jeanne Robin, qui est spécialisée questions urbaines à Vivre en ville. Vous pouvez continuer à suivre nos activités et revoir nos conférences. Vous les retrouverez notamment par région, mais aussi par thématique sur parlonsterritoire.québec. Et je vous rappelle, et je vous le rappellerai sans doute par courriel en août, participer aux consultations publiques avec les enjeux qui vous sont propres, vos préoccupations. Et voilà, un bon été à tous, puis continuez d'échanger sur le sujet, entre autres avec le mot-clic Parlons Territoire. Merci de votre présence, puis à la prochaine. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Bye. Au revoir. Au revoir.